Bonjour Romain Burnand. Bonjour Vincent. Alors dois-je encore vous présenter, Romain, vous êtes le gérant de Moneta Multicaps, le meilleur fonds d'action française de grande capitalisation sur 5 et 10 ans. Et puis ça fait un moment que vous trustez la tête des palmarès. Alors, j'ai mentionné des performances, je vais en donner quelques-unes très précisément. Moneta Multicaps sur 10 ans au 23 juin, je précise bien, c'est 126% de gains cumulés pour une hausse annualisée de 8,53%. Si on compare avec la catégorie, on voit que vous surperformez très nettement. La catégorie obtient seulement 34% de gains cumulés et une performance moyenne de 2,99% sur ces 10 années. Sur 5 ans, je l'ai dit, vous faites également la course en tête avec une performance de 72% versus 36% pour la catégorie. Et sur 3 ans, ça reste très bon. Vous faites partie du top 4 des meilleurs fonds actions françaises de grande capitalisation. Cela peut toutefois énormément bouger. Je parle du palmarès puisque les performances sont arrêtées au 23 juin et il s'est passé quelque chose le 24 juin, le fameux Brexit avec une chute de 8% du CAC 40. Néanmoins, on va parler de ce qui est visible aujourd'hui, ce sont ces magnifiques perfs. Alors, l'année 2015 a été un très bon cru pour Moneta Multicaps. L'année 2016 est plus compliquée pour les gestions actions en général. Comment vous vous en êtes sorti ? En 2016, on s'en est sorti de manière, je dirais, normale, donc moyenne. On est très légèrement au-dessus de notre indice de référence, mais avec une volatilité des performances plus forte que d'habitude. Comme vous avez vu, le marché a été très risk-on, risk-off, donc preneur de risque ou fuyant le risque. Donc c'est très difficile de se décorréler du marché ? Non, pas forcément. On a fait quelques erreurs dans notre gestion. On avait trop de banques en début d'année, et donc on a été pris dans la forte baisse des banques. On a fait quelques bons choix de stock picking, comme Nexans par exemple, qui est une société qui a montré des signes de redressement et qui ont été prises en compte par sa valorisation boursière. Donc c'est aussi les aléas du choix, du positionnement des portefeuilles qui a fait que jusqu'à présent, on est plutôt en train de faire du surplace par rapport aux indices. Mais encore une fois, les performances s'apprécient dans la durée. Alors, justement, si on considère la durée, on voit que vous avez un magnifique palmarès, un magnifique track record, comme on dit dans le jargon. Très bien. Mais est-ce que vous n'allez pas être un peu victime de votre succès ? Fin novembre 2012, vous étiez sur ce plateau et Moneta Multicaps pesait 650 millions d'euros d'encours. Aujourd'hui, c'est 2,4 milliards. Bon, bien évidemment, vous avez fait progresser la valeur liquidative en faisant les bons choix de stock picking, mais le succès étant là, vous avez attiré les souscripteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas un petit peu moins souple dans votre gestion qu'auparavant ? C'est plus difficile, je le reconnais bien volontiers, de gérer 2 milliards d'euros que de gérer 500 millions d'euros. Mais comme vous l'avez dit, c'est la rançon du succès. On n'a pas de réseau de distribution captif, donc les souscripteurs sont venus attirés par les performances passées. Et les performances récentes sont non plus pas désastreuses. Donc notre défi et notre challenge chez Moneta, c'est de nous équiper. Pas désastreux, c'est unique. Et notre défi chez Moneta et notre motivation, c'est de nous adapter à cette croissance et montrer qu'on peut rester bon même si on est plus gros. C'est un peu comme dans une course hippique où le favori, on lui donne un poids supplémentaire pour égaliser les chances au départ de la ligne. Donc vous avez un handicap. On a un petit handicap, mais on l'accepte bien volontiers. Et du coup, on se structure. Du coup, l'équipe de gestion, au fil des ans, a grandi. Et donc maintenant, on a 4 analystes seniors qui sont très seniors dans leur expertise du marché. dont notamment Jay Cavalec, Thomas Perrotin, qui sont là depuis plus de 10 ans. Donc, ils ont connu tout Moneta. Grégoire Hudevillers, Raphaël Lucet, qui sont là depuis aussi plus de 3-4 ans. On a maintenant des analystes juniors qui travaillent avec nos analystes seniors, Pierre Letreize et Louis Renoux, et on en aura d'autres. Et puis on a maintenant un trader, un négociateur spécialisé pour nos fonds, spécialisé alors qu'avant c'est moi qui faisais la négociation. On a bien sûr un gérant, on a aussi l'équipe d'analystes de mes collègues Moneta Long Short, notamment Patrice Courty. Donc il y a beaucoup d'expertise chez Moneta pour seulement 3 fonds. Donc depuis 10 ans, nous n'avons pas ouvert de nouveaux fonds pour nous concentrer sur la croissance des fonds existants. Donc la réponse pour vous, c'est la structuration, mais moi je reviens à la gestion. Parce qu'avant, vous faisiez la différence, principalement, en tout cas de mon point de vue, mais vous allez me corriger si je me trompe, sur les moyennes et petites capitalisations. Est-ce que donc aujourd'hui, vous n'êtes pas un peu gêné aux entournures avec un fonds qui pèse 2,4 milliards d'euros pour aller sur ce type de valeur pour générer de la performance ? Alors comme je vous l'ai dit, c'est moins facile.
Nous, l'analyse qu'on fait de la création d'alpha du fonds, donc l'analyse de la création de surperformance, on crée aussi de la surperformance sur les grandes valeurs. Alors, on le montre en tout cas dans nos calculs à nous, internes, qu'on publie, hein, qu'on présente. Et effectivement, on gagne davantage d'alpha sur les valeurs moyennes et petites que sur les grandes, mais on en gagne quand même sur les grandes. Le deuxième point, c'est qu'on gagne beaucoup d'alpha sur les valeurs sur lesquelles on se concentre. Donc, quand vous concentrez sur des petites valeurs ou sur des valeurs moyennes, vous avez plus de chances de générer de l'alpha. Quand vous concentrez sur grandes valeurs, vous pouvez effectivement en générer. Mais je suis d'accord avec vous, quand on a une idée intéressante sur des valeurs petites ou moyennes, on ne peut pas l'exprimer pleinement dans un fonds de 2 milliards comme on pouvait l'exprimer dans un fonds de 200 millions il y a quelques temps. C'est pour ça que nous sommes plus nombreux en termes d'analyse, parce que nous voulons avoir plus d'idées et mettre davantage d'idées dans le portefeuille. Est-ce qu'il faut aussi se structurer davantage et donc étoffer les équipes parce que les grandes valeurs sont d'une certaine façon moins lisibles que les petites ? Alors les grandes valeurs sont moins lisibles parce qu'elles sont plus dépendantes de phénomènes macroéconomiques. Et donc, ce n'est pas forcément en passant plus de temps à les prévoir. Et donc, on a une approche analytique en 2 phases. On essaye de trouver des choses, de découvrir par la recherche financière des choses sur les petites et les moyennes, où on essaie d'avoir des positions qui sont assez en dehors du consensus, avec une très très bonne connaissance des sociétés. Sur les plus grandes sociétés, on a plutôt une approche qui est centrée sur la valorisation. Sur les très grandes sociétés, il y a 40 analystes qui suivent, par exemple les banques, qui suivent les sociétés comme L'Oréal et compagnie. Et donc là, on est plutôt centré sur l'approche valorisation des passionnés et avec plutôt une approche un peu plus lointaine des micro-news de ces sociétés qui font pourtant le fonds de commerce des analystes spécialisés et une analyse beaucoup plus approfondie et extrêmement stricte sur la valorisation de ces sociétés. Et donc la recherche financière chez Moneta, c'est toujours la valorisation des sociétés. Et encore plus pour les grandes sociétés, où là, on se base davantage sur les analystes externes que pour les sociétés de taille moyenne. Romain, vous aviez d'ordinaire 70 lignes en portefeuille. C'est peut-être encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui, grosso modo. Mais est-ce que, justement, alors que vous devez aller davantage sur les larges capitalisations, les grandes capitalisations, ne serait-ce que pour des problèmes de liquidité, est-ce que la contrepartie, ce n'est pas justement pour générer toujours autant d'alpha, de performance, de resserrer le portefeuille? Alors, ce n'est pas l'optique qu'on a prise, parce que pourquoi le resserrer notre optique, on a gardé la structure depuis déjà 4-5 ans, moitié grande valeur, un tiers de valeur moyenne et 10% de petites valeurs. Hein. Donc cette structure est relativement stable, n'a pas dépendu de l'évolution de notre taille. Après, dans les valeurs moyennes, vous avez quand même des valeurs qui sont assez liquides, voire très liquides, hein, des valeurs de 10 milliards d'euros qui ne sont pas forcément dans le CAC 40. Donc vous avez quand même une capacité à vous mouvoir. Et c'est vrai que notre expérience sur les petites valeurs est une expérience qui nous a tout de suite poussé à avoir une vision qui était plus une vision de moyen long terme qu'une vision de très court terme. Donc c'est vrai que si vous avez un portefeuille où vous faites énormément de trading, changer de valeur d'une à l'autre, ce n'est pas possible avec un portefeuille de 2 milliards d'euros. On a toujours eu une approche moyen-long terme des sociétés dans lesquelles nous étions investis. Et donc cette approche va avec notre taille. Donc vous êtes plus structuré aujourd'hui, vu la taille du portefeuille, ça on a bien compris. Vous avez étoffé les équipes. Très bien. Et là, finalement, l'approche, elle est plutôt sur les grandes valeurs, focalisée sur la valorisation. C'est bien comme ça qu'il faut entendre. C'est bien comme ça qu'il faut voir, parce que la valorisation, c'est le parent pauvre de l'investissement. Si vous voulez, quand les gens parlent entre eux, ils parlent des nouvelles, ils parlent du dernier sac Hermès ou du dernier sac Vuitton, ils parlent du dernier lancement de produits de L'Oréal aux États-Unis, du yaourt grec de Danone aux États-Unis. Et ils négligent la valorisation ? Et ils négligent la valorisation, parce que la valorisation, c'est le plus ennuyeux. Si vous voulez, quand vous parlez de valorisation, premièrement, c'est une discipline très forte. C'est ennuyeux, ça n'intéresse personne. Nous, ça nous intéresse au premier plan. Donc nous, la valorisation, c'est essentiel. Et donc on a des modèles, c'est notre culture, c'est ce qu'on aime faire, c'est valoriser les sociétés, et c'est de regarder d'un œil dépassionné et froid une société, voir... alors que le marché, il est plein d'émotions, il est plein de nouvelles, micro-nouvelles, et voilà, la valorisation, c'est une manière de prendre de la distance par rapport aux choses. Alors, j'ai fait une allusion tout à l'heure au Brexit. Du haut de votre expérience, comment appréhendez-vous cet événement ? Alors, il y a 2 manières de le voir, si vous voulez. Soit on regarde ce qui s'est passé vendredi avec une baisse de 8% du marché, soit vous regardez ce qui s'est passé sur la semaine. La semaine, le marché a monté, il a baissé de 8%. In fine, le CAC 40 a baissé de 2% sur la semaine dernière. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas la fin. C'est peut-être que le début.
Je pense que le Brexit, c'est plus le symptôme d'une Europe qui se cherche, d'absence de réponse politique facile, parce qu'on est dans un cycle où l'Europe est clairement divisée, les intérêts sont divergents, les échéances électorales sont nombreuses. On a eu l'Espagne ce week-end, on va avoir l'Italie en octobre, on aura la France aussi au début de l'an prochain. Donc on est dans une situation où la réponse politique n'est pas claire, n'est pas évidente, moins d'Europe, plus d'Europe, c'est quelque chose. En revanche, le plus important sur le Brexit, ce n'est pas le Brexit lui-même, c'est son impact éventuel sur la confiance des acteurs économiques en Europe. Et c'est l'évolution, je dirais, de la croissance économique dans le monde. Donc le Brexit, c'est un événement historique important. Au niveau financier, ce n'est pas encore clair. L'importance de cet événement. Qu'est-ce que vous faites en attendant que ça se clarifie? Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste très centré sur les valeurs. Donc c'est clair que vous avez des valeurs qui pâtissent davantage de l'incertitude des relations entre l'Angleterre et le continent. Donc ça a changé ou ça va changer vos choix de stock picker? Bien sûr, ça peut les faire évoluer. Prenons le cas d'Eurotunnel. Eurotunnel, effectivement, c'est un actif de première classe. C'est une concession sur 2086. Donc Brexit, pas Brexit, je veux dire, le tunnel a un avenir devant lui. Ceci dit, il y a plus d'incertitudes à court terme sur l'évolution du trafic sous la Manche. Je dis bien à court-moyen terme, ou à moyen terme plutôt qu'à court terme, parce qu'à court terme, rien ne change. Mais à moyen terme, ça peut changer. Sur la proximité ou pas de l'Angleterre, sur l'effet de la baisse de la livre, sur une structure telle qu'Eurotunnel, qui est une partie de ses coûts en livres. Voilà, donc là, il y a plus d'incertitude sur cet actif qu'une incertitude sur les autoroutes françaises. C'est pour dire. Donc, bien sûr, on doit tenir compte de cet événement dans notre choix de valeurs et dans la valorisation de nos valeurs et dans nos attentes en termes de résultats à moyen terme. Et c'est ce qu'on fait. Mais puisqu'on a plus d'incertitudes aujourd'hui et que vous misiez fin d'été dernier, en 2015, je me souviens d'avoir assisté à une de vos conférences, et vous disiez finalement l'un des thèmes que l'on va investir, c'est celui des sociétés en redressement. Mais on sait bien que les investisseurs n'apprécient pas trop les dossiers un peu contestés dans des périodes d'incertitude. Est-ce que du coup, vous allez tourner votre veste, retourner votre veste et changer d'optique? Non, parce que les valeurs en redressement, si elles sont réellement en redressement, donc après la question, il faut savoir, il faut bien faire le choix, et c'est des valeurs qui sont dangereuses. Et c'est pour ça que quand il y a une baisse de l'appétit pour le risque, c'est des valeurs qui peuvent baisser, et c'est le cas d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est pour nous plutôt une bonne opportunité, si elles sont réellement en redressement. Donc si l'environnement macroéconomique ne fait pas que leur redressement soit compromis, si elles baissent de manière excessive, c'est plutôt pour nous une occasion de nous renforcer sur ce type de valeurs. Les valeurs en redressement, ce qu'on aime bien, c'est qu'elles ont, à nouveau, celles qui réussissent le redressement, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en difficulté mais qui ne sont pas en redressement. Le redressement, c'est qu'elles ont quelque chose de spécifique de plus par rapport à l'environnement macroéconomique. Donc c'est vrai que si l'environnement macroéconomique était booming, ces valeurs se seraient déjà redressées, mais ce petit quelque chose de plus fait qu'elles peuvent progresser à un environnement économique constant. Donc c'est un élément qui est important le thème va rester prégnant au sein de Moneta Multicap. Très important et il a toujours été très important pour nous parce que c'est le bon moyen d'avoir des sociétés de qualité qui sont pas chères. Elles sont pas chères parce qu'elles ont des problèmes qui sont peut-être parfois surestimés par le marché. Alors, Romain, c'est un mystère pour personne, un secret pour personne que vous n'êtes ni un ayatollah de la croissance, ni même un supporter acharné de la value. Vous faites les deux de façon assez opportuniste. Mais est-ce que dans l'environnement actuel, vous ne serez pas tout de même plus enclin à être croissance que value? Alors la croissance, elle est faible partout, donc il faut trouver ces facteurs de croissance. Les valeurs de redressement ou une petite croissance qui est spécifique, on trouve une croissance de leurs résultats si ce n'est pas toujours leur chiffre d'affaires. On a des valeurs qui sont... on aime bien pouvoir une approche un peu extrémiste de nos sociétés. C'est-à-dire d'un côté, on a une poche de société immobilière. Et maintenant, cette poche est assez importante puisqu'elle fait 10% de Moneta Multicap. Donc c'est une poche qui est une poche stable, qui bénéficie plutôt de la baisse des taux, qui est plutôt concentrée, qui n'était pas du tout en Angleterre, qui est plutôt concentrée pour moitié sur l'immobilier allemand, l'immobilier résidentiel. Ça, vous restez dessus? Là, on reste dessus, on est même très content d'y être, et ce sont des valeurs qui, par exemple, vendredi, n'ont quasiment pas baissé. Ce sont des valeurs comme Deutsche Wohnen, et puis on a développé une expertise sur des valeurs moins importantes que Deutsche Wohnen, des valeurs moyennes moins connues, et qui ont quelques anomalies de valorisation d'après nous, et sur lesquelles on est effectivement en train d'agir. Et puis de l'autre côté, on a des banques
dont le cours a chuté vendredi, moins 15% pour la moyenne des banques en Europe et pour les banques notamment qui ont une valorisation qui est déprimée. Après la faible valorisation dans l'environnement difficile, c'est pas une garantie mais qui représente aujourd'hui environ 6,5% du portefeuille. Donc on a ces deux extrêmes. Donc vous ne comptez pas vous alléger lors d'un rebond éventuel sur les banques? Alors le rebond éventuel, on verra s'il se produit. Oui. On s'était allégé à la marge lors du rebond de la semaine dernière avant le Brexit. Je dis bien à la marge, c'était pas très significatif. C'était plus tactique que structurel? C'était plus tactique, mais c'est vrai que jeudi, avec la hausse des banques et du marché, le potentiel de bonnes surprises sur les banques était réduit et on s'est allégé à la marge sur Société Générale. Bon, on arrive bientôt au terme de cette émission, Romain. Donc, l'immobilier allemand, on a compris que c'était un socle du portefeuille. Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc, des valeurs en redressement, ça, vous continuez à miser dessus? Comme par exemple Nexans. Nexans a une très bonne performance depuis le début de l'année parce que son dressement est devenu plus tangible, plus concret pour les observateurs. En revanche, comme vous l'avez dit, c'est dans une période d'incertitude, les gens préfèrent des valeurs qui ont un track record prouvé plutôt qu'un track record en train de se développer. Donc du coup, Nexans a beaucoup baissé vendredi, baisse encore ce matin. C'est une valeur sur laquelle on est susceptible de se renforcer. Et les titres de croissance, j'y reviens. Est-ce que des grosses sociétés comme Air Liquide, qui ont une sorte de croissance visible, est-ce que ça devient des sujets intéressants pour vous? Alors Air Liquide est devenu un sujet intéressant. Je suis étonné que vous en parliez, mais c'est le cas pour nous. Depuis quelques mois, depuis son acquisition d'Airgas, depuis l'augmentation de capital programmé qui pèse sur le cours. Donc Air Liquide fait partie de ces belles valeurs qui ont une valorisation un peu sous pression à cause de sa croissance externe inattendue, de son niveau d'endettement élevé, sa prochaine augmentation de capital. Et nous avons effectivement créé une unité en Air Liquide au cours de ces 2 derniers mois. Nous avons renforcé d'ailleurs vendredi dernier. Donc vous gardez le cap, si je comprends bien. Vous ne changez pas fondamentalement les choses à cause du Brexit. Vous continuez à déployer votre stratégie. Pragmatique, comme les Anglais. Romain, merci. Merci Vincent.